à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de la saison 2 de notre podcast « Ce n'est pas toujours si évident ». Cet épisode est fièrement sponsorisé par ThinkPub, la régie publicitaire, et produit en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine et la référence, ça fait 14 ans déjà. Pour mémoire, notre podcast donne la parole à des experts qui éclairent nos auditeurs sur des sujets spécifiques, démystifient les informations et éliminent toute déformation qui pourrait altérer notre compréhension d'une situation donnée. Vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et aussi sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Cette semaine, je vous invite à explorer l'univers fascinant de la musique. Historiquement, les artistes ont joué un rôle crucial dans notre pays, en plaidant pour de meilleures conditions de vie et un traitement plus équitable. Cependant, la voie qu'ils empruntent diverge selon la catégorie d'artistes. Certains choisissent de se consacrer exclusivement à leur carrière artistique, tandis que d'autres jonglent avec une carrière professionnelle dynamique en parallèle et une carrière artistique. Il est indéniable que concilier donc les rôles d'employé ou d'entrepreneur et le rôle d'artiste engendre des défis particuliers. Et cette situation soulève souvent des interrogations essentielles, telles que est-ce qu'ils parviennent à subvenir à leurs besoins grâce à leur art? Comment est-ce qu'ils s'organisent? Comment affrontent-ils les périodes difficiles comme les bad buzz et font en sorte que cela n'impacte pas leur vie en général? Et surtout, de quelle manière parviennent-ils à équilibrer vie professionnelle et vie artistique? Pour y répondre, je vous convie à la discussion que j'ai eue avec mon frère et ami Mickey R, que je suis certaine que plusieurs d'entre vous reconnaîtront direct. Coucou Mickey! Hello Gina! Comment tu vas? Très très bien, merci. Mon Dieu, je suis tellement contente de t'avoir, mais vraiment vraiment contente. Alors pendant que j'écrivais ces questions, honnêtement, j'étais en train de sourire. Je souriais toute seule parce que je me suis dit, ah voilà, mon frère est direct sur le podcast et tout. C'est un réel plaisir et honnêtement, je me sens honorée de t'avoir enfin dans cette émission. Donc, je te remercie encore d'avoir accepté. Alors, tout le monde te connaît déjà comme un membre éminent. J'avais envie de dire ce mot. Tout le monde te connaît comme un membre de BGMFK. Alors, petit exercice, Yes. J'ai habitué des exercices quand on est un artiste. Petit exercice de style, est-ce que tu peux te présenter, mais cette fois-ci de manière complète, en y mêlant à la fois ton parcours éducatif et ton parcours artistique? Waouh! Alors déjà merci pour l'invitation. Ça me fait chaud au cœur de revenir ici, la maison où tout a commencé pour BGMFK, tout a commencé pour moi de manière publique. Et donc Mickey Badinga. De manière plus complète, Mickey Badinga Mwanda, jeune cadre aujourd'hui. Mais pour en revenir un peu à moi, mon cursus éducatif est un peu en zigzag. Donc, je suis né en 1987 au Gabon. En 92, je pars en France avec ma mère. Je reviens au Gabon en 98 pour repartir plus tard pour la terminale, donc en 2003, et où j'obtiens un bac littéraire. Donc j'ai un bac littéraire, ensuite j'intègre une école de commerce où je fais mon bachelor à Lille. Et après mon bachelor, je m'envole pour les États-Unis, donc où je pars faire un MBA. Et donc j'y ai passé 5 ans. Donc ça c'est pour la partie... Où aux États-Unis? À Washington. Dans quelle université? Marymount University, c'est dans l'État de Virginie, toujours dans la métropole de Washington. C'était vraiment intéressant. C'était bien? C'était bien. Ça ressemblait beaucoup à l'Europe. Donc j'étais pas super dépaysé. En plus, j'étais avec des membres de ma famille, donc c'était super. D'accord. Et sur le plan artistique, là, c'est encore une fois la même chose, un zigzag. Je nais dans une famille de mélomanes. Donc maman est ultra fan de Michael Jackson à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais à cette époque-là, ultra fan de Michael Jackson. Mon frère est collectionneur de CD et de vinyle. Du coup, je plonge dans la musique, je dirais, 7-8 ans. Premier synthétiseur. Après, je crois, vers mes 9 ans, ma mère m'inscrit au centre aéré où je découvre la guitare pour la première fois. Et donc là, ultra fan de rock. Pas du tout le rap,
pas du tout de musique afro, je connais rien de tout ça. Ouais, peut-être un peu de musique afro avec Johnny Clegg à l'époque, pour ceux qui connaissent, mais pas du tout de musique urbaine, jusqu'à mes 11 ans. À 11 ans, là, je découvre premier son de rap, je crois que c'est les Bad Boys de Marseille, à Kenaton, et là, l'amour pour le hip-hop naît. Et donc, tout commence là, à ce moment-là. Mais du coup, comment tu tombes amoureux de la musique, on va dire, urbaine à tes 11 ans, et c'est à quel moment que tu trouves ton style, que tu trouves exactement le filon sur lequel tu vas te positionner? Alors ça vient beaucoup plus tard. Je pense un jour, on est au cybercafé, alors que je suis au Gabon, on est au cybercafé, et je vois un de mes cousins qui s'appelle Ocube, qui fait de la musique, et je le vois en train d'utiliser un logiciel. Et donc je comprends pas vraiment ce que c'est. Et c'est seulement 2 ans plus tard, pendant que je suis en terminale, et je suis avec un pote à moi, je revois le même logiciel et je lui pose la question, je lui fais « ça sert à quoi ?» Et là il me dit « ouais, mais écoute, c'est FL Studio, je pense que tout le monde connaît. À ce moment-là, on est en 2003. Aujourd'hui, en 2023, tout le monde connaît FL Studio, mais en 2003, 2002, personne ne sait réellement de quoi il s'agit. Et donc là, je vois mon pote Case, qui m'a introduit justement à la musique, et qui se met à faire un exercice où je le vois composer. Et après, il m'envoie regarder une vidéo, il me fait « ouais, il y a un producteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Rick Rock à l'époque. » Et je regarde cette vidéo, et là, boum, déclic. J'ai envie de faire de la musique. Il faut que je fasse des prods, il faut que j'ai un matos, il faut que je sois dans ce truc-là. C'est vraiment ce qui me plaît. Et c'est là où tout démarre. Je pense, 1 an plus tard, je viens au Gabon, je rencontre Eric Benke. Donc, c'est le moment où Koba explose. Tu n'as rien compris. On arrive au No Stress, on voit Booba. Je me dis non, c'est le monde dans lequel je dois évoluer. Et c'est là où tout part. 1 an plus tard, je sors 4 minutes. Je produis 4 minutes pour Eben Family et l'aventure commence. Donc, tu as d'abord commencé comme un producteur. Et je veux dire que le commun des mortels qui m'écoute en ce moment, t'as découvert véritablement et de manière beaucoup plus complète avec le groupe BGMFK. Yes. Alors moi-même, on ne parle plus, hein, fan numéro 1, j'ai toutes les chansons dans la tête et tout. Alors, comment toute l'histoire de BGMFK arrive? Comment tu rencontres les gars? Et surtout, comment tu vis à cette période-là tout le succès que vous avez? Comment tu accueilles ça? Parce que on voit bien, tu viens de le dire, quand tu rencontres Booba, tu sais exactement que c'est ça que tu veux. Yes. Et vous êtes arrivé à un niveau, mais je veux dire même plus que celui-ci, quoi, avec le groupe. Alors, comment tu as vécu tout ça? Justement, ce qui est dingue, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je commence où j'admire Booba, mais grâce au groupe, j'ai rencontré Booba, j'ai eu une relation avec Booba, j'ai pu le voir à plusieurs reprises à Dakar comme à Libreville. Et et comment je l'accueille? Écoute, je pense que c'était comme un couronnement. Pour moi, c'était pas comme le début d'une chose, parce que, tu l'as dit, moi on me connaît grâce à BGMFK, mais de base, j'ai commencé beaucoup plus tôt. Et j'ai eu un parcours assez long. Donc plusieurs projets qui n'ont pas forcément vu le jour, qui n'ont pas forcément marché. Ma première mixtape avec Case en 2005. BGMFK, je crois qu'on explose quoi, 2016, 2014, 2015, cette période-là. Donc c'est quand même 10 ans d'écart, 10 ans où j'ai beaucoup tâtonné, j'ai marché avec beaucoup de gens, on a tourné, Eric Benke et Ben pour tout ce qui est production, mais ensuite il y a eu plusieurs autres aventures. Il y a eu Freshman avec en collaboration avec Sony à cette époque-là. En soum, c'était vraiment un truc pas très clair. On a essayé de faire un projet qui a pas abouti, mais c'est ça qui m'a donné envie de créer BGMFK. Donc à l'époque, c'était pas BGMFK mon idée s'appelait Brain Gang, Money Effing Kills. C'était un rêve d'université. Et à ce moment-là, je regarde les gens qui sont autour de moi et il y a Troy, qui est mon voisin direct. C'est-à-dire que je descends de mon appartement, je monte dans son appartement, il est là. Et on a plein d'amis en commun qui me disent « Ouais, mais tu sais, ton ami Anthony, il rappe. » Je fais « Ah bon, il rappe et tout. Ok, on va faire quelque chose. » Et on fait un son, totalement anodin, on le poste sur Facebook. Et les retours nous ont choqués. On s'est dit « Vas-y, on y va. » Et là, on lance le truc. Donc, BGMFK 1.0, c'est Troy, c'est d'autres potes, Flyman,
Warel, et j'en passe, A2Z. Mais quand on rentre au Gabon, c'est vraiment là où on se dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, il y a tout l'amalgame où tout le monde se dit, OK, bon, Brain Gang, c'est un truc un peu américain, etc. On a besoin... En plus, c'est difficile à prononcer. C'est difficile à prononcer. Et donc, les gens ont directement commencé à factoriser. Ils ont dit, OK, BGMFK. On s'est dit, ouais, OK, ça sonne bien. Bon, c'est assez compliqué au début pour capter, mais une fois que tu l'as capté, c'est bon. Et donc, on s'est dit, OK, bon, on va relancer une sorte de version, comme Troy l'a appelé, la version avec Lodica. Et là, c'est là où on commence à travailler avec Ivan, donc Ivy, et Jay Respect Me, et Rick, qui a rejoint un peu plus tôt le groupe. Et donc là, on se dit, OK, vas-y, on tient le bon bout, let's go. Alors, comme je le disais, à cette période, donc vous montez le groupe. Après, tout ce que vous sortez après, c'est littéralement comme si c'était enfin, ça se vend comme des petits pains. Je veux dire, dès que vous sortez quelque chose, tout le monde est dessus. On apprécie à la fois les musiques, on apprécie comment vous kickez sur les musiques, on apprécie aussi les vidéos. Franchement, à cette période, je veux dire que tout vous sourit. Ouais. Mais voilà, il y a aussi, il y a forcément le buzz. Arrive le moment où le groupe est littéralement pris dans un tourbillon de polémiques. Alors, on ne va pas revenir sur les différentes polémiques en individuel, mais moi, je vais appeler ça la période du bad buzz. En gros, on parle de séparation du groupe, on parle de mésententes, on parle de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, moi, je dirais, la vie s'est passée. Tu vois, là, on a eu le temps de voir que moi, j'ai quand même un background un peu plus long, ce qui m'a permis de me faire mal, d'avoir la maturité nécessaire pour ne pas être, comment dire, pour ne pas me laisser avoir par tout ce qui est buzz. Et, mais de l'autre côté, je pense que j'ai pris sous mes ailes, si je peux le dire comme ça, des jeunes artistes qui, eux, n'avaient pas forcément été exposés à tout ça. Oui. Et je pense que là, il y a la phase de maturation qui est nécessaire. Et la plupart du temps, ça va, soit ça passe, soit ça casse. Donc, il y a des gens avec qui c'est passé. Et puis, il y a des gens avec qui c'est pas forcément passé tout de suite. Aujourd'hui, on est tous en bons termes. Oui, j'ai vu une image que tu as postée sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça très, très bien. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on est en bons termes. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu beaucoup de problèmes de communication. Je pense que pour tout le monde, même en tant que leader ou en tant que follower, tout le monde doit grandir. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise façon de communiquer de part et d'autre. Et on ne s'est pas compris pendant un temps. Et c'est ce qui a un peu causé, je dirais pas la fin, parce que pour moi, l'œuvre reste là. Et quand on regarde un peu l'industrie de la musique aujourd'hui, la musique gabonaise, pas que la musique gabonaise d'ailleurs, on se rend bien compte de l'influence. Il y a eu plein d'artistes qui sont passés par les mêmes producteurs, les mêmes réalisateurs. Et donc, on se dit, OK, le travail de BGMFK n'a pas été fait en vain. Certes, ça n'a pas été très long sur la durée. Mais aujourd'hui, je regarde Trace. Parfois, je vois encore Malembe, etc. Ça veut dire que, ça reste... Franchement, même aujourd'hui... Même aujourd'hui, tu remets les musiques, tout le monde est dessus, quoi. Merci. C'est-à-dire, même après tout ce temps, on est toujours à fond de la qualité. Ouais. Comme tu le disais, l'œuvre reste. Ouais. Tu vois, même si les gens, après, ça part et que le groupe en lui-même, disant que vous n'allez peut-être plus, quoique je croise les doigts, jamais. On sait pas, mais tu vois, l'œuvre reste et elle continue à être appréciée même après toutes ces années. Merci beaucoup. Et il y a un point que tu as mentionné dans ta présentation que j'ai trouvé vraiment bien. Tu sais, quand tu dis que tu as passé 10 ans à charbonner et à travailler parce que, je veux dire, tu savais un petit peu ce que tu voulais et même si tu l'avais pas encore atteint, tu continuais à travailler dessus. C'est aussi l'un des grands signes de ta personnalité, tu vois. Le fait de pouvoir... le fait de s'accrocher. La plupart d'entre nous, lorsqu'on veut quelque chose et qu'on essaie une fois, on essaie 2 fois et que la porte reste fermée, 80% des chances, on abandonne, tu vois. Il y a pas des gens souvent qui continuent à pousser et ça, c'est des signes qui sont très importants et je voulais le mentionner et te dire félicitations. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, du coup, quand tu présentes un petit peu tout ce qui s'est passé avec BGMFK, et puis, donc, on parlait un petit peu de la polémique et tout ça. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui ton silence et on va dire pratiquement ta disparition de la scène artistique ? Je dirais pas forcément.
Bon, en partie, parce qu'au début, c'était vraiment difficile de gérer le bad buzz. Je pense que c'est facile de gérer quand c'est des détracteurs, c'est difficile quand c'est en interne. Et donc là, à ce moment-là, forcément, bon, j'ai passé quelques mois où je me suis fermé. Mais de l'autre côté, en même temps, en parallèle, je suis devenu papa. Et... Félicitations. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années maintenant. On peut redire ça à chaque fois. Donc, je suis devenu papa et le fait de devenir papa, ça fait en sorte que on revoit les priorités. Et à ce moment-là, je me dis dans tous les cas, ça fait quand même, aujourd'hui, ça fait 11 ans, j'ai une carrière professionnelle en même temps. Donc, je travaille pour un grand groupe de la place, le groupe Arise. Et donc, avec la venue de ma fille, je me dis, OK, de l'autre côté, il y a le bad buzz, il faut que je me concentre, il faut que je sois focus. Et à ce moment-là, je suis très, très concentré dans ma vie professionnelle. Donc en fait, du coup, si on comprend bien, après tout ce qui s'est, même pas après tout ce qui s'est passé avec BGMFK, pendant qu'il y avait BGMFK, toi de l'autre côté, tu gérais aussi en même temps ta vie professionnelle. Je pense que c'est même tout l'objet de ce podcast parce que je voulais comprendre comment on arrive à monter tout ceci. Alors quand tu intègres le groupe Arise, je comprends bien que c'est quand tu finis tes études, quand tu arrives, quand tu intègres le groupe Arise, qu'est-ce que tu recherches réellement? Est-ce que c'est une entreprise qui répond à tes attentes quand tu entres et tout ça? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, quand je rentre au Gabon, déjà, je rentre directement des États-Unis. Après mon diplôme, je suis resté 1 an. J'ai travaillé pour une société de consulting. Mais je ne suis pas satisfait du tout. J'ai besoin de rentrer. J'ai besoin de me sentir acteur. Je pense qu'à ce moment-là, on est au premier terme de notre ancien président et le leitmotiv à ce moment-là, c'est émergence 2025, c'est émergence, c'est vraiment tout ce mouvement-là. Il y a une ébullition. Une ébullition pour ça. À l'international, il y a ce grand mouvement qui naît où l'Afrique rentre. Come back to the motherland. Et donc là, je me dis, j'ai besoin de travailler dans un groupe qui va dans ce sens-là. Et c'est vraiment ce que je recherche et c'est vraiment ce que je retrouve. Je rentre 3 semaines après. Je dépose mon dossier chez Arise et j'intègre directement. Je rentre dans une société qui est totalement dynamique, où ça bouge dans tous les sens. Non, Mickey, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. La vérité. Tu rentres, tu déposes ton CV, 3 semaines après on t'appelle. Réellement, sans aucun piston. Il n'y avait pas de piston et rien. Rien. Pas de piston du tout. Pas de piston du tout. 0 piston. Je connaissais personne. Jeunes diplômés, ils te font confiance. Jeune diplômé, je suis rentré. D'ailleurs, c'était pour une position... En réalité, je ne savais même pas pour quelle position. J'ai juste déposé mon CV. Je pense que la position ne matchait pas. Mais ils ont regardé le CV et se sont dit, waouh, OK. Je pense que tu peux faire quelque chose. Et là, on m'a rappelé pour un deuxième interview. Et je crois le lendemain, j'ai commencé à travailler. Le lendemain. C'était pas non. C'était vraiment... Pour moi, j'étais choqué. Mes parents étaient choqués parce que mon père a essayé d'utiliser un peu de son carnet d'adresses pour essayer de m'aider. Mais non. Ils m'ont donné une opportunité en or dès la première fois. Et puis tu es directement rentré. Comment tu te sentais là, jeune diplômé qui intègre un groupe aussi grand? Tout d'abord, impressionné parce que j'avais jamais... c'était pas ça mon idée du Gabon. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi je suis rentré... j'ai grandi un peu partout, donc il y avait quand même l'appréhension. On se dit, bon, là je repars au tiers-monde. Et je sais pas trop comment ça se passe au niveau du boulot, même au niveau de la mentalité, comment est-ce que ça va se passer, etc. Et là je tombe sur un groupe qui fait confiance aux jeunes, un groupe qui a réellement... qui forge des carrières, parce que... entre 2012, quand j'ai rentré aujourd'hui, j'ai eu le temps d'avoir plusieurs carrières, plusieurs vies. Non, attends, on arrive là-bas. On arrive, moi, je trouve ton histoire vraiment passionnante et je pense que c'est la raison pour laquelle je voulais absolument t'avoir dans le podcast. Mais avant qu'on aille très loin, parce que l'objet, tu vois, dans le podcast en intro, je dis, c'est aussi permettre aux gens de mieux comprendre et d'éviter la déformation de l'information. Alors, question toute simple.
pour toi, mais qui peut sembler être un casse-tête pour nous tous. Est-ce que Arise et G16, c'est la même compagnie? Alors, je dirais oui et non. Alors, G16, c'est un partenariat public-privé entre Arise et l'État. Par contre, Arise, c'est beaucoup plus grand. Ça a un impact qui est beaucoup plus grand. C'est pas qu'au Gabon. Mais donc, oui et non. D'accord. Je ne sais pas si ça... G16 fait partie de Rise. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de ta compagnie, Mickey, on met toujours l'accent sur le bois. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter la zone économique spéciale d'Uncock parce que, voilà, dans mes multiples casquettes. Et aussi avec la radio, on y a été invité à plusieurs reprises. Et je pense que la zone, de mon point de vue, est beaucoup plus complexe que le bois uniquement. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est réel, c'est totalement réel. Bon, toi, tu visites la zone maintenant, mais comme on le mentionnait plus tôt, moi, j'ai visité la zone quand c'était encore que des dunes. La forêt. Wow. Il y avait encore les pépinières à gauche, à droite. Il fallait des pick-up pour se balader tout autour de la zone. Maintenant, quand je rentre dans la zone, je suis choqué parce que tu vois les aciéries du Gabon, tu vois les industries pharmaceutiques. Il y a beaucoup plus que ça. En fait, il y a même un centre de formation, Hancock. Oui. Donc, il y a beaucoup plus que le bois. Seulement, l'idée derrière, c'était vraiment créer une vraie chaîne de valeur et aider la chaîne de valeur du bois parce qu'il y a une grande majorité des investisseurs qui sont dans le secteur du bois. Et donc, je pense que c'est ce qui ressort le plus. Mais sinon, il y a des centaines d'entreprises, il y a multiples industries au cœur de la zone. Et ça peut bénéficier à plusieurs industries. Oui, je comprends. Alors, toujours dans la catégorie de bad buzz, parce qu'on fait forcément le parallèle. Hein. On fait forcément le parallèle, toujours dans la catégorie de bad buzz. Alors, on parlait un peu de bad buzz avec ton groupe, BGMFK. Et puis, c'est toujours ton groupe aussi. C'est toujours mon groupe. Du coup, côté professionnel, parce que dans l'introduction, je me demandais comment on fait pour gérer tout ça. Et je vois que ces derniers temps, parce que je cherche beaucoup, hein, tu me connais, j'ai aussi regardé un petit peu ces derniers mois sur les réseaux sociaux et je vois que le groupe aussi en lui-même a été aussi un peu dans la sauce à certains moments, dans la sauce de certaines polémiques. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à propos de tout ça? Un peu comme avec le groupe, en fait. Je pense que y a un adage qui dit on jette pas de cailloux sur un arbre qui porte pas de fruits. Donc je pense que c'est quelque chose qui est totalement normal. J'entendais encore notre CEO qui disait que chaque grand groupe a connu une grande crise. Et donc pour moi, c'est totalement normal. Les crises font partie du process, en fait. Processus de croissance. Ça fait partie du processus de croissance. Et bad buzz, oui. Petite polémique, rumeur, Petite polémique parce que dans tous les cas, en même temps, quand on est le plus grand employeur, le premier employeur privé au Gabon, c'est normal que lorsque quelque chose nous touche, ça touche aussi une grande majorité de la population. Donc, oui, je pense que ça a été beaucoup discuté, mais en parallèle, il y avait quand même une avalanche de grèves à ce moment-là. Une avalanche de grèves. Beaucoup de groupes ont été touchés, pas simplement Arise. Donc, je pense qu'on est un peu victime de notre... de notre efficacité. Comment toi, ça c'est une question qui me vient comme ça, comment toi tu qualifies ou du moins tu évalues ta présence dans le groupe, ton travail, comment tu te situes? Voilà, comment tu te situes? Parce que tu viens de dire, le groupe est le premier employeur privé du Gabon, c'est-à-dire que c'est énorme. Ah oui. Je ne connais pas les chiffres, mais rien que le dire comme ça, j'essaie déjà de voir un petit peu la quantité que ça peut être. Et à ta place, je me serais sentie genre comme un petit grain de sable dans un univers de compétences et de potentialités. Alors comment toi tu situes ton action dans le groupe? Alors moi, il faut savoir, si tu as l'occasion de rencontrer un de mes collègues, ils te diront que Mickey, c'est le gars qui parle le plus de Rise. C'est-à-dire que je me sens ultra fier de faire partie de tout ça. Ultra fier, pourquoi? Parce que rien que quand on arrive à la machine où on doit pointer, alors
Tout le monde tape son matricule. Tu vois des gens taper des 65 000. Et moi, c'est 003 042. Ça veut dire que dedans, je me sens ultra fier de faire partie des pionniers du groupe et vraiment de quelque chose qui a changé la face du Gabon. Et à 10 ans, il n'y avait pas de zone économique. C'était encore un bébé. Il n'y avait pas de port minéralier. Il n'y avait pas le port cargo. Il y a eu énormément d'infrastructures qu'on a mis en place. La semaine dernière, j'étais en visite avec un de mes clients et on était en train de visiter une de nos dernières œuvres. Bon, on l'a faite il y a quelques années, on vient de livrer au gouvernement. Et ils étaient choqués de voir la planification et tout ce qui avait été pensé et qui n'existe pas dans les autres entrepôts qui ont déjà été livrés par d'autres fournisseurs. Donc, comment je me sens être un pionnier pour ce pays. Je me sens être un vrai bâtisseur. Là, je reviens de vacances et où j'ai eu l'occasion d'être exposé à une autre culture et je me rends compte que ce qu'on est en train de faire, c'est réellement développer la face du pays. Développer la face économique, mais aussi la face sociale. Quand on devient le premier employeur du Gabon, on a cette responsabilité-là un peu envers le peuple et tu te sens super fier quand tu fais partie de quelque chose de grand. L'équipe qui fait ça, en fait, qui change la face de l'Afrique aujourd'hui. Hein, parce que Arise, il faut le savoir, c'est plus qu'au Gabon aujourd'hui. C'est un peu plus de 10 pays d'Afrique. Mais vous êtes au Bénin aussi, je crois. Bénin, et là-bas, c'est fou. Oui, parce que je regarde un peu ce qui se passe au Bénin. Ah non, Bénin, Togo, Tchad, Congo, les 2 Congos, Nigeria, j'en passe, Côte d'Ivoire. Arise, aujourd'hui, Arise est vénéré dans quasiment toute l'Afrique. Partout où on est présent, l'impact est visible. En août, j'étais au Togo, l'impact est ultra visible. Quand vous allez à la zone économique, vous vous rendez compte. Toutes les entreprises qui révolvent autour de cette zone économique-là, vous vous rendez compte que, effectivement, ce qu'on a commencé ici se perpétue dans l'Afrique. Donc il y a réellement un mouvement qui est emmené par Arise pour industrialiser l'Afrique et changer la face de l'Afrique. Ce qu'on a commencé ici se répercute un peu sur l'Afrique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle dès qu'on a un invité de marque, allez, on l'emmène à la zone? je pense que c'est une grande marque de succès. D'ailleurs, il y a quelques jours, je pense qu'il y avait un président, le président du Burundi, si je me trompe pas, qui est parti visiter la zone, parce que même lorsque vous voyez les autres zones Arise des autres pays, vous avez besoin de revenir à l'origine, à la base, pour voir ce qui a été fait et ce qui continue de se faire, en fait, le succès qui est continu. Ouais. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de ta carrière artistique et qu'on a surtout parlé de toute cette période un peu difficile avec BGMFK, tu disais qu'à un certain moment, il faut de la maturité. Pour apprécier les choses, pour aussi apprécier la situation dans laquelle nous sommes. Moi, je vais traduire ça par il faut embrasser ce qui arrive, c'est-à-dire le bon comme le mauvais, parce que c'est ce qui nous permet de grandir. Quand tu regardes ton parcours, parce que je vois bien qu'avec BGMFK, tout ce que tu as vécu avec BGMFK, ça t'a fait grandir en tant qu'artiste. Et je le vois dans le dernier post que tu as fait sur les réseaux sociaux. Je renvoie les gens là-bas, allez chercher la page de Mickey pour savoir de quoi je parle. Alors, on voit bien que tu as grandi, tu as pris de la hauteur en tant qu'artiste. Et j'ai envie de te demander de ce jeune étudiant qui sortait fraîchement des States, qui arrivait au Gabon, qui déposait son CV, son grand espoir et tout, à Arise, à aujourd'hui, le cadre que tu es. Quelles sont selon toi les choses que ta compagnie t'a apporté, qui t'ont permis de grandir en tant que professionnellement parlant et même humainement parlant, hein? Je dirais humainement, parce que même ce que vous avez eu l'occasion de voir au travers de BGMFK, c'est parce que ma compagnie a tout de suite compris ma personnalité. Tout de suite compris ma personnalité. Ils t'ont laissé être je sais pas combien de fois Monsieur réellement. Gagan m'a dit « Écoute, qu'est-ce que tu fais là ?» Je me souviens, pareil, Monsieur Kumar Mohan a dit la même chose, mais vas-y, pourquoi tu fais pas de concert en ce moment-là? Pourquoi tu sors pas de son? Tout le monde m'a poussé, tout le monde a permis à ce que ma personnalité puisse se développer de la même manière qu'elle se développe sur le plan professionnel, parce que je suis passé d'un simple administrateur jusqu'à devenir directeur administratif. Aujourd'hui, j'ai totalement changé de carrière, donc ce groupe-là m'a permis de m'inventer plusieurs vies. Ils t'ont pas enfermé, sérieux? Pas du tout, j'ai eu plusieurs vies.
Ah, tu vois, là, ça me renvoie au podcast qu'on a fait avec monsieur Yannick Ebibier qui parlait de la culture d'entreprise et de l'importance d'avoir une véritable culture d'entreprise parce que quand tu connais les forces et les potentialités de tes collaborateurs, tu les laisses s'exprimer et du coup, tu leur donnes la possibilité de véritablement déployer 100% de leurs compétences. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont tout de suite apprécié... Rien qu'en août, encore en pleine cérémonie de récompense, c'est le même groupe qui me demande de prester. Mais, tes chansons, ça fait longtemps qu'on les a pas eues, vas-y, fais quelque chose. Donc, c'est vraiment cette société-là qui te permet d'éclore en tant que professionnel sur tous tes plans. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas simplement de regarder à tes compétences professionnelles propres à ce qui va toucher directement à Rise, mais ils sont aussi conscients que si tu arrives à te développer et t'épanouir personnellement, tu vas être beaucoup plus efficace. Et c'est ce que cette société-là m'a donné. J'ai jamais travaillé ailleurs. C'est-à-dire que ça fait 11 ans aujourd'hui et j'ai eu l'occasion d'avoir multiples vies, toucher à plusieurs industries. On a commencé avec la zone économique, aujourd'hui je travaille dans un port. J'aurais jamais pu imaginer il y a 12 ans que j'allais pouvoir même comprendre le processus d'un port. Et aujourd'hui, je vends le port. Aujourd'hui, je suis commercial, responsable grand compte pour un port, alors qu'il y a 10 ans, j'avais aucune connaissance du tout, aucune connaissance maritime. Je pouvais peut-être vous dire quelques termes, les incoterms un peu, mais je pouvais même pas savoir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, je peux vous expliquer une zone économique, je peux vous expliquer des plantations, je peux vous expliquer des ports minéraliers. Et c'est énorme. Aujourd'hui, on est même à l'aéroport. Donc, c'est des choses qui... je pense qu'au Gabon, il n'y a pas des opportunités. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment un concentré d'opportunités où si en réalité vous êtes au contrôle de votre carrière et vous avez la capacité de devenir, point barre, de devenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que maintenant même avec la présence un peu plus globale de Rise, vous avez la capacité du groupe, vous avez la capacité de commencer dans une zone économique dans un pays et vous vous retrouvez dans un autre pays avec une industrie qui est totalement différente, d'être dans les minerais, d'être dans le coton, d'être dans le bois, les motos, les motos, le soja, c'est énorme, c'est énorme. Miki, il y a quelque chose que tu as dit. Vous rentrez dans une compagnie et elle vous donne la possibilité de devenir. Au moment où on parle, je suis sûre qu'il y a énormément de jeunes qui nous écoutent. Et j'ai envie de dire que tout ceci n'était pas arrivé par hasard. On a parlé de cette responsabilité, en gros, un peu genre voilée que la compagnie a envers toi. Parce que de ce que tu me dis, c'est véritablement une entreprise qui a une culture d'entreprise forte, qui essaie de permettre à chacun de ses collaborateurs de se développer, en plus qu'ils en ont des masses. Moi, j'ai envie de te demander, de l'autre côté, le collaborateur, il a une responsabilité. Tu vois, il a un rôle. Tout ceci t'est arrivé parce que il a d'abord fallu que toi-même, tu aies certaines dispositions qui te permettent de profiter pleinement de cela. Alors, aux jeunes Gabonais qui en ce moment est à l'université ou qui vient d'avoir son diplôme ou qui cherche du taf et ainsi de suite, quels sont selon toi les éléments de ta personnalité qui t'auront permis d'arriver, de gravir les échelons, de partir du niveau 1 que tu avais lorsque tu avais déposé ton CV à ce niveau aujourd'hui? Personnellement, qu'est-ce qu'il a fallu mettre sur la table? Je pense que le premier changement intervient au niveau de la réceptivité. Réceptivité. Il faut être réceptif aux nouvelles idées. Il faut être réceptif aux cultures différentes. Je ne peux pas m'attribuer à moi mon succès. Mon succès, c'est vraiment la contribution de réellement plusieurs personnes. Et notamment des mentors. J'ai eu d'excellents mentors. Et donc, tu t'ouvres. Mais de l'autre côté, il faut réellement travailler à construire la confiance qu'on a en soi. Parce que parfois, justement, on se dit, OK, moi, j'ai fait des études de ça, et donc je connais que ça, et donc je reste dans ça. Mais en fait, non.
Et donc, le fait d'être réceptif va vous permettre justement de commencer à vous déployer, commencer à connaître plus et avoir cet état d'esprit où on veut apprendre. Et je pense que le parallèle avec le groupe, c'est que on vient d'une mono-industrie qui était l'industrie agroalimentaire, et puis on a décidé d'apprendre. On a décidé d'apprendre d'autres industries, d'autres secteurs, et pendant que le groupe faisait cet apprentissage, je pense qu'ils ont réussi à inculquer à la société, aux membres, aux employés, ce même état d'esprit et ces mêmes valeurs qu'on a cultivées, et c'est ça qui vous permet justement d'évoluer. Donc, ne jamais s'arrêter d'apprendre. L'apprentissage, ça s'arrête pas au moment où on a notre diplôme, mais je pense que c'est vraiment un travail, un processus de tous les jours. Et le groupe a réussi à inculquer ça un peu en moi, je dirais. Et donc, la première chose, c'est vraiment rester réceptif, ne pas se fermer, ne pas s'enfermer dans un système de pensée juste traditionnel, mais se dire, OK, je vais apprendre et je peux apprendre. Je peux apprendre de toi, tu peux apprendre de moi, et continuons à apprendre. Et je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment la confiance. Ultra important, ultra important, ultra important. Il faut avoir confiance en soi, il faut travailler aussi sur soi. C'est ultra important. Il n'y a pas de résultat sans travail. Ça, il faut pas... Ça arrivera jamais. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'il ne faut pas se contenter de faire simplement ce qu'on vous dit de faire, mais vraiment toujours trouver les voies et moyens de faire mieux. La prise d'initiative. Exactement. La prise d'initiative, c'est ultra important. C'est ce qui différencie quelqu'un qui a une vision de quelqu'un qui n'en a pas forcément une. Et je pense que c'est très important pour les jeunes de ne pas se contenter. Par exemple, si vous êtes encore à l'université, ne vous contentez pas d'aller en cours. Cherchez une association que vous pouvez aider, cherchez à vous rendre utile, à avoir d'autres activités. Parfois, on se dit, oui, bon, je vais juste en cours, j'ai pas l'occasion de travailler, mais il y a d'autres choses. Soyez volontaire, il y a des associations, il y a plein d'initiatives que vous pouvez prendre qui vont vous rendre beaucoup plus à même d'exceller une fois en entreprise. Alors, Mickey, j'ai envie de te demander, on va repartir à ta carrière artistique. Qu'est-ce que tu aimais le plus quand tu étais dans le groupe BGMFK? Waouh! Je pense que le plus beau... Qu'est-ce qui te rendait le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, et c'est un peu la même chose un peu partout, hein, même dans ma carrière professionnelle, ce qui me rend le plus fier, c'est voir quelqu'un partir d'un point A à un point B. C'est mon grand frère qui m'a fait remarquer, qui m'a demandé de prendre une pause. Et il m'a envoyé une interview que j'ai donnée en 2011 avec un journaliste à l'époque aux États-Unis, où je disais exactement tout ce que j'allais devenir. Et on était, je crois, en 2016 ou en 2017. Mon frère me renvoie la vidéo et me fait, en fait, tu es un fou. Soit tu es fou, soit tu es un génie. Et à ce moment-là, je me rends compte que planifier, c'est vraiment ce que j'aime. Planifier et voir l'exécution. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi chez Arise. La planification, l'exécution. On a eu des exécutions records. On a fait un port en 18 mois. Un port sur l'eau avec des réclamations. No way. Ah oui. Le NOIP? Le NOIP, c'est 18 mois? 18 mois. Waouh. Ouais. Et on voit, j'ai eu l'occasion de voir justement comment on passe d'un bureau à un empire. Et c'est comment on passe d'un arbre à une entreprise, à une zone où on peut circuler et tout. Exactement. Et c'est ça qui me plaît le plus. Même dans la musique, c'est ça qui me plaît le plus. J'ai connu Jay. Bon, Jay, c'est mon cousin, mais on se rencontre réellement dans la vraie vie quand je rentre à Libreville. Je l'ai connu dans une certaine condition, même musicale. Aujourd'hui, quand je le vois, je me dis, il a même plus besoin que je sois dans ces sessions studio. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment, Mickey, si t'es pas là, j'arrive pas. Aujourd'hui, c'est des stars en soi. Pareil pour Troy, pareil pour Ivy. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passé aussi pour le groupe Arise. C'est qu'au début, il fallait qu'on soit tous derrière. Aujourd'hui, il y a tellement de projets qui vivent d'eux-mêmes. Et on se dit, waouh, en fait, c'est réellement ça le plus beau. Et tu fais partie de ça. Et je fais partie de ça. Ça doit être vraiment... Et je fais partie de ça. Ça doit vraiment être impressionnant. Alors, Mickey, moi, j'ai envie de te demander comment tu perçois ton avenir. Parce que tu
venais de dire qu'en 2016, tu avais cette interview que tu faisais, il y a longtemps, tu faisais cette interview aux États-Unis et puis en 2016, ton grand frère te renvoie la vidéo et on dirait que tu avais prédit tout ce que tu allais réaliser. Tout. Comment toi tu perçois ton avenir? Toi et moi, on est fidèles. Hein. Moi, je suis rentrée dans une boîte, j'ai fini mes études. Allez, quand j'accrochais d'Afresh et qu'on a eu notre bébé Urban FM à la vie, à la mort, on laisse pas tomber les projets et tout. Donc, je comprends un peu quand tu dis que tu es amoureux de ton entreprise, en gros, parce qu'au fur et à mesure, elle grandit. Et tu grandis avec. Donc, je te comprends parfaitement. Alors, quand tu te vois, comment tu perçois la suite? Comment tu perçois ton avenir? Alors... Si tu en perçois un avec la boîte, bien entendu. Il faut aussi dire la vérité. Hein. Non, mais... Après, il y a eu forcément, comme dans toute relation, il y a des périodes un peu plus froides. Je me souviens, le Covid a jeté beaucoup de doutes. Mais ça fait depuis 2012, je suis là. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle carrière. Donc, je suis maintenant dans le commercial. J'ai passé environ 8 ans dans l'administration. Je me vois aller jusqu'au bout, en fait. Je me vois aller au sommet. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs collègues à moi partir d'architecte à Profit Center Head. Et je me dis... pourquoi pas? En réalité, même pas pourquoi pas. C'est juste la suite logique de ma carrière et je pense que c'est la même chose pour le management. Ils pensent de la même manière, c'est qu'on va aller jusqu'au bout. D'ailleurs, j'encourage les jeunes Gabonais justement à postuler, en fait, pour... mais tu sais, les gens, ils ont des idées reçues. Hein. On se dit toujours, ouais, mais moi, je peux pas aller déposer mon CV dans cette boîte parce que, tu sais, moi, je connais personne. Et puis, il y a personne pour me pistonner, nanana. Enfin, tu sais ce qu'on pense toujours de ce type de boîte. Hein. Clairement, je comprends parce que même récemment, j'avais une discussion avec une jeune fille qui est à Londres et qui me disait ça, qui me disait qu'elle attendait cet été pour rentrer, discuter avec les membres de sa famille pour voir comment elle allait intégrer une société. Mais la réalité, moi, je suis rentré en 2012 et j'avais rien. J'avais rien, je suis venu, j'ai déposé mon CV, on m'a pris. Réellement, et c'est ce que je voulais donner c'est ce que j'ai donné comme conseil, c'est ayez confiance en vous, en fait. Ayez confiance en vous, c'est une société qui fait confiance aux gens qui ont confiance en eux. C'est une société qui fait confiance aux jeunes. La plupart du top management que je côtoie à mon âge, c'est des jeunes. Coucou Amandine. Ouais. Amandine qui est ma star. Oui, elle est impressionnante. Amandine, elle est vraiment impressionnante. Role model. C'est un modèle de réussite que j'ai suivi depuis mon entrée à Rise jusqu'à maintenant. Ça vous donne envie de réussir, ça vous donne envie d'exploser. Elle a commencé à la zone économique, elle est passée à la SAG, après elle est devenue vice-présidente. C'est une dinguerie. Et ça vous prouve que c'est possible. Et donc, elle est toute jeune et elle est gabonaise. Toute jeune, elle est gabonaise comme et je moi. cours après elle depuis je sais pas combien de temps pour qu'elle accepte mon interview. Mais je suis sûre qu'elle viendra. Alors, Mickey, tout à l'heure, on en a parlé. On a parlé bien entendu de ton parcours dans l'entreprise, de ton parcours en tant qu'artiste et tout ça, et surtout de comment tu as développé ou alors tu as entamé ta carrière professionnelle. Tout est parti de beaucoup de courage. Hein. Il faut oser, il faut avoir confiance en soi, il faut se lancer et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a des choses qui te rendent fière, aussi bien dans ta carrière artistique, de voir d'où tu es parti avec ta team et où vous avez pu emmener vos rêves et votre ambition dans le milieu, mais aussi d'où tu es parti dans ton entreprise et ce qu'elle devient aujourd'hui et surtout toutes les opportunités qui s'ouvrent à elle. T'entendant parler comme ça, les gens peuvent se dire ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'ils bossent là-bas. Parce que l'une des choses que les gens se disent, c'est que pour ta boîte en particulier, puisqu'on parlait de ça, et puis si je peux me permettre, l'une des choses que les gens se disent, c'est oui, ok, on parle de ça, mais on ne sait même pas ce qu'ils font concrètement. C'est-à-dire que toi, tu perçois les réalisations de ta boîte au quotidien. Là, tu parlais du port, tu parlais de la zone. Mais la zone, si tu vas en tout, tu passes devant. Hein. Ce dont tu parles là, les gens, ils voient pas ça. Au quotidien, comment moi, je vois en fait les réalisations dont tu venais de me parler? Je pense que la réalisation que vous pouvez voir très facilement, c'est quand vous allez chez le boutiquier près de chez vous et que vous prenez une bouteille d'eau Origène. Première chose. Il y a plusieurs autres points, notamment
les médicaments. Il y a des médicaments, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Oui. Il y a une société qui a la santé pharmaceutique. Oui. Donc il y a des médicaments, c'est comme ça que ça va vous impacter. Et le fer à béton, donc tous ceux qui construisent, la construction, le pays se construit. C'est enfin notre essor vers la félicité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir tous les jours. Et bien sûr, le bois, le pays est devenu exportateur. Le pays est devenu exportateur. Le pays transforme. On a un showroom à Miami. Et les choses se font. Un showroom un peu comme Akiba qu'on a à Kanda. Le premier showroom Akiba, c'est à Miami. Donc, une vraie fenêtre vers l'extérieur, c'est ça une coque. Une coque, c'est réellement vendre le Gabon à l'extérieur, vendre les capacités du Gabon à l'extérieur. Alors, Mickey, est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos auditeurs, pour les jeunes qui t'écoutent Alors, j'ai beaucoup réfléchi et à mes dernières réflexions, je dirais, je viens de le dire tout de suite, c'est enfin notre essor vers la félicité. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il est temps qu'on ait confiance en nous. Il est temps qu'on exploite le potentiel, qu'on sorte du potentiel et qu'on rentre dans le concret. Et je pense que Rise a été un très bon exemple de comment on le fait. Et il est temps qu'on emboîte tous le pas et qu'on travaille pour ce pays. Il y a des choses magnifiques à faire. Merci beaucoup, Mickey. Merci de m'avoir accordé ce petit temps, de nous avoir accordé ce petit temps parce que Ivanov était sur le côté, il arrêtait pas de bouger la tête, genre oui. Et moi, ce que je retiens vraiment de cette interview, et c'est pour ça que je voulais que tu puisses faire profiter de ça au plus grand nombre, donc en étant dans le podcast et pas juste dans les discussions en off comme on pourrait en avoir ci et là, c'est qu'il y a d'abord toute une structure ou tout un développement humain et personnel à mettre en place, à adopter, parce que pour pouvoir accueillir les opportunités, pour pouvoir en profiter, il faut d'abord être disposé, pouvoir les reconnaître et pouvoir aller aussi les prendre, tu vois, parce qu'on va jamais te servir ça sur une table. Donc, lorsque tu vis, par exemple, dans un pays comme le nôtre, tu dois pouvoir regarder le pays, prendre un peu de recul, regarder le pays, aller au-delà de ce qu'on dit, donc aller au-delà des rumeurs, aller au-delà des polémiques, aller au-delà de tout ça et se dire, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Peut-être que ça peut m'intéresser. Clairement. Et ça, de ton histoire, ce que je retiens, tu l'as fait avec ta carrière artistique. C'était vraiment, vous êtes arrivé avec un style, avec un rythme, avec quelque chose qui était différent, que l'on n'avait pas eu. Je pense qu'on ne l'a même jamais eu. On a su qu'on en avait besoin quand vous avez mis ça sur la table. Et puis, un petit coucou à Odika que j'aimais de tout mon cœur, cette petite souris. Voilà. Donc, vous avez apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, dans un environnement qui en avait grand besoin, et les résultats se sont fait ressentir. Pareil, lorsqu'on est un jeune et qu'on aimerait trouver, je sais pas, développer sa carrière, que ce soit entrepreneuriale ou professionnelle, il faut regarder les opportunités qui sont disponibles dans le pays. Et bien trop souvent, malheureusement, on s'accroche sur les on-dit, tu vois. Je vais pas aimer Mickey parce que j'ai lu des choses sur Internet, on a dit que Mickey est X, Mickey est Y et Z et machin, mais en vérité, je le connais pas personnellement. Clairement. Parce que pour peu que j'apprenne à le connaître, je pourrais retirer quelque chose de lui, tu vois, je pourrais en profiter. C'est pareil pour les boîtes. Parfois, je pense qu'il faut sortir des débats qui parfois ne nous concernent pas. En tant que Gabonais, on devrait regarder. Et là, il y a tellement d'exemples qui me parlent. Au fur et à mesure que tu parlais, il y a des choses qui rentraient en fait, qui se mettaient en place dans ma tête. Et puis, je me disais, voilà. Tu sais, je regardais sur Internet, il y a quelques jours à peine, l'Agence nationale de l'aviation civile, ils ont lancé une grande campagne de sensibilisation au métier de l'aviation. Et j'ai ma sœur qui vit dans le Haut-Ogooué, tu vois. Et elle m'a appelée, elle travaille déjà. Et elle m'a appelée, elle y était. Et elle m'a dit, tu croiras jamais, quoi. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur sensibilisation, là, j'étais en train de me dire, ah mon Dieu, j'ai envie d'être technicienne aéronautique, tu vois. Elle veut déjà aller réparer les avions et tout. Pourtant, elle travaille déjà. Mais ça a suscité en elle, tu vois, l'envie de le faire. Et je pense que c'est ce que tu as aussi fait aujourd'hui, donner aux gens, aux jeunes, cette envie de regarder au-delà de ce qu'on voit, au-delà des posts sur les réseaux sociaux, des trucs. Ça, là, c'est la fatigue seulement et c'est la philosophie. De mon point de vue, c'est que la philosophie. Parce que, en vérité, il y a des exemples, tu vois, comme le tien,
On rentre par une porte et on voit comment, au fur et à mesure des années, au prix de sacrifices, de dur labeur, de concessions, d'acceptation, plein de choses, on arrive à gravir les échelons. Merci beaucoup, Mickey, pour ce partage d'expérience. Je suis désolée d'avoir fait un monologue à la fin, mais je vous jure, quand quelque chose me parle, je me sens impliquée. Merci. Donc, merci beaucoup pour ça. Je te souhaite, mais vraiment, tout ce qu'il y a d'extra avec ta boîte. Merci. Nous, on reste en bac, on attend. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 2 ans. Non, tu viendras nous dire que, écoutez, moi, j'ai une promo, j'intègre Rise du Bénin ou du Togo. Tu sais, on a toujours envie de voir un Gabonais chef machin dans un pays. Tu sais comment on est. Mais je pense que ça arrive. Pas forcément moi. Non, ça doit être toi. Mais... C'est toi, frère. Non, mais on te souhaite tout ce qu'il y a de positif avec ta boîte. Et puis, n'hésite surtout pas, comme on le dit à plusieurs de nos invités, si tu as envie de mettre en avant un de tes sons ou un des produits de ton entreprise, les portes d'Urban te sont ouvertes. Merci comme d'habitude, ici, c'est ta maison. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ivanov, merci pour tout le travail que tu fais sur le podcast. Et puis, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je l'ai adoré et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.